Bienvenue dans votre émission Action Femmes qui reçoit pour vous ce jour Dalia Chilanda, cadre au regroupement politique Réveil populaire. Avec elle, nous parlons de l'implication de la femme en politique. Merci de nous suivre. Née le 28 février à Kinshasa, Dalia Chilanda est une femme politique. Elle détient un diplôme en droit à l'université protestante au Congo, puis devient avocate spécialisée dans le droit contractuel. C'est en 2018 qu'elle se lance activement en politique. Elle débute comme chargée de la mobilisation au sein du parti Tous pour le Congo, avant d'être nommée secrétaire générale adjointe au même parti. L'avocate va ensuite adhérer à l'Alliance africaine des bâtisseurs où elle assume le rôle de secrétaire général adjoint en charge de la mobilisation et de la gestion du parti. Lors des élections de 2023, elle va postuler aux législatives provinciales pour la commune de Selembao, soutenue par les regroupements politiques Réveil populaire sous la direction de Claude Ibonlaki. Actuellement, elle est cadre au Réveil populaire, mais aussi membre du présidium d'une structure extra-parlementaire appelée La Relève, qui rassemble plusieurs personnalités politiques ayant participé aux élections. Outre la politique, Dalia Chilanda est coordonnatrice nationale de la fondation Aequitas, une ASBEL qui milite en faveur de femmes notamment dans la lutte contre les violences basées sur le genre en faveur des enfants et qui lutte contre les antivaleurs. Dalia Chilanda, bienvenue. Merci Madame Goria, c'est un plaisir d'être ici. Ok, alors dis-nous d'emblée, quel est votre regard sur les droits des femmes en RDC? Alors, le regard aujourd'hui, on pourrait simplement dire que on est contente des avancées qu'il y a aujourd'hui. Mais c'était de manière vraiment générale, les avancées sont à quel niveau et qu'est-ce qui reste à faire? Alors, les avancées, tout d'abord, il faudrait dire aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les voix des femmes sont des plus attendues à tous les niveaux. Vous savez, il y a quelques années, on reprochait les femmes de ne pas suffisamment se présenter lorsqu'il s'agissait des élections, mais nous l'avons vu pour les élections de 2023, combien il y a eu des femmes qui s'y sont présentées, qui ont battu campagne. Certes, les résultats au regard des différentes tractations et du climat politique n'ont certainement pas favorisé, mais c'est déjà un très grand pas qui est formulé dans ce sens où on a vu beaucoup de femmes compétir, et ce, à plusieurs niveaux. On a même vu au niveau de la présidence une autre candidate qui a essayé de rejoindre un peu cette démarche, d'où on est fiers de cela. Alors, par rapport au blocage, aujourd'hui encore, il y a certainement les pesanteurs socioculturelles, entre autres, où la femme doit encore se battre pour maintenir sa place au sein des institutions, au sein des entreprises. Il y a encore cette difficulté de se faire rémunérer ou même de se faire engager par rapport à nos partenaires hommes. Il y a certains employés qui vous diront nous préférons les hommes parce que les femmes, à un moment donné, elle va parler maternité, il y a le congé maternité qu'il faudrait accorder. Et tout ça, parfois un peu, qui est encore ces blocages. Et au sein même de notre appareil législatif, vous voyez encore que les femmes peinent encore à se faire représenter au sein de l'Assemblée nationale. Et on espère certainement qu'il y aura peut-être une certaine différence au Sénat, mais vu le climat, on reste encore très sceptique. Comment lutter justement contre la sous-représentation des femmes dans les institutions pour atteindre la parité? Déjà, il faudrait partir du fait qu'il faudrait que l'on respecte d'abord la Constitution. Je salue la démarche du chef de l'État qui au-dessus de tout, lorsqu'on peut dire, voilà, il a nommé une femme, mais il faudrait comprendre que le concept même parité est d'abord constitutionnel. C'est un principe qui est garanti par notre Constitution. Aujourd'hui, la parité homme-femme est constitutionnelle. Déjà, je fais référence à l'article 14 de la Constitution, mais aussi dans le but d'éradiquer toute forme d'inégalité basée sur le genre. Nous disons que les femmes et les hommes ont tous des droits égaux
au devant de la loi, d'où il est important déjà que l'on respecte. Nous avons vu ce qui s'est passé avec les partis politiques. La loi électorale qui a prôné la participation de 50% des femmes sur les listes électorales, mais beaucoup de partis politiques s'en servent simplement dans le but de ne certainement pas payer la caution, puisque c'était un peu le mot magique, mais dans la réalité des faits, si l'on revient, combien y a-t-il eu de partis politiques qui ont réellement misé sur les femmes en campagne? Il n'y en a pas eu, parce qu'une campagne électorale, c'est les moyens financiers. Mais combien il y a eu des partis qui ont misé, et même lors des tractations politiques au regard du seuil d'éligibilité, combien des partis politiques ont soutenu les candidatures féminines? Donc, il y en a très peu. Donc à ce niveau-là encore, il y a beaucoup à faire. Il y a le climat, une société assez patriarcale comme la nôtre, où on se pose encore des questions. Est-ce que c'est parce que c'est une femme, est-ce qu'elle peut? Alors que l'on ne devrait pas avoir de telles questions. On doit plutôt se poser les questions de savoir est-ce que la personne en face, femme ou homme ou femme, est-ce qu'elle est compétente? Ce sont les questions que l'on doit poser, pas parce que nous voyons une femme où on se dit est-ce qu'elle est capable ou pas. Vous voyez un peu. Du sexe, mais du fait de la compétence. De la compétence, exactement. Et au sein de votre regroupement politique Réveil populaire, est-ce que la femme y occupe-t-elle une place de choix? Exactement. Au sein de notre regroupement, je vais faire référence à Maître Letadi, là, que je vais saluer en passant, qui est d'ailleurs secrétaire général au sein du parti Cause Commune, puisque le Réveil populaire est un regroupement qui a en son sein plusieurs partis politiques, d'où, et dans chacune de ces partis, on a essayé effectivement de mettre en avant les candidatures féminines et les femmes qui jouent de rôles importants, comme je vous ai dit, Maître Letadi, qui est secrétaire général d'un parti, d'où on essaye vraiment de faire une politique assez inclusive, et c'est ce dont le pays a besoin. Ok. Alors, actualité oblige, on y est. Le chef de l'État a nommé récemment l'ancienne ministre d'État en charge du plan, Judith Souminois, au poste de Premier ministre, première femme à occuper cette fonction en RDC. Votre avis sur cette nomination? Alors, c'est d'abord une satisfaction aujourd'hui au regard de toutes les revendications qui ont été formulées suite aux élections, où on a vu très peu de femmes être élues au sein de l'Assemblée nationale et même des assemblées provinciales, d'où aujourd'hui on se dit effectivement, pour nous c'est un grand pas, parce que le chef de l'État qui décide finalement de mettre la femme au centre même de sa vision ou de son action politique, et cela c'est à saluer dans une société comme la nôtre, où la jeune fille qui est à la maison, qui est dans notre société, a besoin d'avoir des repères. Parce qu'à chaque fois, on dit aux jeunes filles, osez grand, rêvez grand. Mais à un moment donné, il faudrait avoir des modèles en face de nous pour avoir l'envie, effectivement, soit de les atteindre, voire même de les dépasser. Pourquoi pas demain, une femme présidente de la République. Donc, tout doit partir parce que le modèle auquel la société est censée vendre aux enfants, filles et garçons, qui sont les dirigeants de demain. Donc, et en même temps, il faudrait le dire, c'est une très grande avancée qui finalement nous renforce en fait ce combat, ces revendications autour de la place des femmes, de la participation active sur la scène politique. Que répondez-vous à celles et ceux qui pensent qu'elle n'aura pas les épaules assez larges ni les coudées franches pour mener l'exécutif central et réussir sa mission? Alors, épaules assez larges, ça j'en doute, mais en tant que politique, c'est vrai que le climat politique en RDC a tendance un peu à fragiliser les institutions. Vous voyez, nous sommes revenus des élections, nous sommes en pleine période de tractation politique, et au regard de toutes ces figures, certes, il y a de quoi craindre. Mais après, au regard de son background, moi, je n'ai pas
je n'ai pas peur, j'ai confiance. Je me dis, il nous a fallu quelqu'un qui, au-delà de la sphère politique, est d'abord technocrate, qui va essayer de placer l'administration, l'exécutif au centre de son action, parce que nous avons remarqué dans notre pays que plusieurs fois, nous avons des gens, des acteurs politiques très compétents, mais une fois arrivés aux affaires, on a l'impression que limite, ils souffrent d'une certaine amnésie, ou bien ils ont les mains liées parce que les différentes contraintes autour des questions politiques viennent un peu entraver la gestion de l'État. Et ça, c'est quelque chose que nous déplorons profondément. Je suis heureuse de voir que c'est une femme et j'ai confiance, je me dis, puisqu'elle a pu assumer des postes clés, il suffit qu'elle arrive à s'imposer suffisamment et que nous puissions sentir finalement qu'il y a un leadership nouvel et pour la République. Donc, ça serait quelque chose de très positif. Et quelles sont vos attentes de Julie Seminou en termes de défis qui attendent? Vous savez, on est dans un pays où, à caractère où tout est urgent. En République démocratique du Congo, tout est urgent. Si elle devait commencer, la priorité des priorités serait quoi? Aujourd'hui, la priorité de priorité, c'est que nous arrivons à mettre un terme à ce qui se passe à l'est de notre pays, l'insécurité de notre pays. Nous avons suffisamment perdu de nos frères et sœurs et l'enjeu est majeur. Après la question sur la sécurité, il y a aussi le social de Congolais. Aujourd'hui, la cherté de la vie, rien ne va en termes d'économie. Le taux de dollar, d'où, en tant que patron même du gouvernement, je lui formule une demande de mieux s'entourer, puisque le chef du gouvernement, c'est comme un corps. Elle sera certainement la tête, mais il lui faudrait des bras, des pieds efficaces dans l'action, puisque si la tête se sent handicapée ou bien de se voir n'est pas choisir des personnes qu'il faut, ça risque d'être un frein, un ralentissement, alors que les Congolais attendent beaucoup d'elle. Et s'il s'avère qu'elle n'arrive pas à être à la hauteur, c'est cette même population qui sera non seulement déçue, mais qui va fortement faire une pression sur elle. Et c'est à elle de prendre conscience et de bien s'entourer. Est-ce que vous pensez que nous sommes dans une société aussi machiste que ça, où les femmes ne sont pas assez promues, ou peut-être que ce sont elles-mêmes qui sont frileuses et n'osent pas saisir les opportunités leur offertes? Je suis un peu partagée quant à ça, parce qu'aujourd'hui, on a vu beaucoup de femmes se mettre en avant. Mais après, c'est vrai qu'on reste dans une société très, très patriarcale, très machiste, où même lorsque la femme essaye de se mettre en avant, il y aura toujours de ces voix-là qui vont se lever pour essayer de la descendre, et essayer de la rappeler qu'elle n'a pas sa place là. Aux femmes, plutôt aujourd'hui, il faudrait qu'elles arrivent à transcender tout ça, à essayer vraiment d'avoir les oreilles fermées et le regard focus sur leurs différentes ambitions. Il n'y a pas que la politique, il y a aujourd'hui dans nos sociétés, on a besoin que les femmes puissent s'affirmer, et c'est à tous les niveaux, puisque nous souhaitons avoir un pays aujourd'hui inclusif avec la participation de tous. Ce pays, il n'y a aucun pays aujourd'hui dans le monde qui ne peut être construit que par un seul genre. D'où c'est important d'avoir cette inclusivité, et aussi pour que enfin la femme joue pleinement son rôle. Déjà, il faut savoir que les femmes ont un rôle vital au sein de la société, puisque nous parlons tout le temps du rôle de la mère. Mais la femme n'est pas qu'une mère. Elle est capable, elle est cadre, elle peut jouer multiples casquettes. Et depuis la nuit de temps, on l'a vu, la femme pouvait aller se rendre au champ, revenir, prendre soin de sa famille. Donc cette femme-là a toujours été à multiples casquettes, d'où aujourd'hui c'est ce dont le pays a besoin. D'où les femmes doivent être focus sur leurs ambitions. Ça ne sera pas facile. On ne vous donnera pas la place aussi facilement. Il faut de la compétence, il faut mériter sa place. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on est compétent, même la question même du quota ne reviendra même plus sur la table, puisque lorsqu'on aura besoin des personnes compétentes, on sait qu'on a Madame Gloria qui est compétente, on sait qu'on a Maître Della qui est compétent, et ça sera d'un automate. Et ça, même malgré la mauvaise foi de ce sexiste, mais quand il sait qu'il a en face de lui une compétence, il n'aura qu'à s'incliner. Alors, outre la politique, vous êtes également coordinatrice nationale de la fondation Equitas, c'est ça? Equitas, oui. Equitas, une ASBL qui milite en faveur des femmes et des enfants. Quelle politique publique impulsez-vous pour faire avancer la cause genre en RDC? Alors, avec la fondation Equitas, nous nous sommes assignés une mission... Equitas,
Ça veut dire quoi? Alors, equitas, c'est juste un mot latin qui veut dire équité. Alors, nous nous sommes assignés un rôle pédagogique. D'abord, c'est d'essayer de faire la promotion, la vulgarisation. Vous savez, la République démocratique du Congo, c'est un grand pays. D'où il y a encore des recoins qui souffrent du manque d'informations. D'où nous, on s'est assigné de cette mission d'aller auprès de toute cette catégorie, toute cette couche de la population, essayer de les atteindre, essayer aussi effectivement de leur faire prendre conscience pour qu'aujourd'hui nous puissions parler des revendications. Il faut d'abord prendre conscience. On peut revendiquer quelque chose dont on est conscient que ça nous appartient. Si je ne sais pas quels sont mes droits, il sera difficile pour moi de revendiquer quoi que ce soit. D'où, avec ça, nous avons décidé. Et au-delà de ça, il y a aussi la question nous parlons aussi des dénonciations. Aujourd'hui, nous encourageons les femmes victimes de violences conjugales, victimes de violences de tout genre, de oser dénoncer et de ne pas se mettre dans une forme de culpabilité, puisque c'est ce que veut la société. On vous dira, voilà, ton homme t'a battu, oui, mais qu'est-ce que tu as fait? Non, alors qu'aujourd'hui, on doit condamner d'abord toute forme de violence et rien ne peut justifier une forme de violence, quelle que soit la raison. D'où il faudrait déjà encourager ces femmes, communiquer avec elles. Et avec les enfants, nous nous occupons beaucoup plus des enfants en conflit avec la loi. Parce que vous savez, tout le monde le sait, en République démocratique du Congo, notre appareil judiciaire ne fonctionne pas tel qu'on aurait aimé. Alors, il y a beaucoup de déviations où on retrouve des enfants mineurs, par exemple, à la prison de Makala. Et nous avons pris l'engagement au sein de notre association de pouvoir travailler, de permettre d'aider l'État, d'être toujours au courant de ce qui se passe avec les enfants et pourquoi pas accompagner ces enfants-là qui ont certainement commis une certaine dérive vis-à-vis de la loi et de les accompagner pour que demain nous puissions compter sur des citoyens qui vont respecter les lois de la République. Comment faire en sorte que la santé de la reproduction soit inscrite en bonne place dans le programme scolaire pour prévenir notamment les grossesses précoces et limiter le taux de déperdition scolaire chez la jeune fille essentiellement? Déjà, ça va dans le cadre de ce que nous faisons. Il est important aujourd'hui de vraiment miser sur la communication. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout va à 100 à l'heure, où les enfants, grâce à Internet, ont accès à toute forme d'information, erronée ou pas, où parfois le parent ne sait pas contrôler. Voilà, il y a un parent qui peut simplement décider de ne pas donner un téléphone à son enfant, mais cet enfant-là ira à l'école. Il va rencontrer d'autres enfants qui auront certainement une mauvaise influence. D'où, aujourd'hui, il faudrait quitter l'aspect tabou. Il faudrait parler aux enfants, essayer de faire comprendre à l'enfant que voilà, ça, tu vas connaître telle période de ta vie, il y aura ceci, il y aura cela, mais quitte à toi de pouvoir te confier à ton parent et aussi de faire de bons choix, et aussi de beaucoup marteler sur le pourquoi. Parce qu'il y a très longtemps, nos parents, moi je me rappelle quand je grandissais, c'était pour moi interdit d'avoir un ami garçon, ou limite si mon père me croisait avec un ami garçon, peut-être en train de papoter un peu, mais j'avais l'impression que j'allais mourir. Alors que ce n'est pas ça, parce que nous sommes appelés, nous sommes partenaires de vie. Hommes, femmes, on est partenaires de vie. Nous sommes ensemble dans les écoles. Même moi qui ai fait le lycée, j'avais des amis garçons parce que nous étions dans un même quartier. Voilà, donc c'est limite, ça serait impossible de faire un univers où il n'y aura que des femmes. Nous sommes appelés à cohabiter, d'où il faudrait communiquer, pas faire peur à l'enfant de ne pas parler. D'ailleurs, c'est dans cette peur qu'est née finalement cette curiosité de savoir pourquoi est-ce qu'on m'interdit effectivement de parler. Et petit à petit, puisque le parent crée un climat de peur, l'enfant va se livrer à tout ce que nous connaissons et aujourd'hui il faudrait parler et récemment c'est ce que nous avons fait, nous allons dans les écoles, nous parlons de ça aux jeunes filles, aux jeunes garçons bien évidemment parce qu'il ne faut pas exclure l'un, il faudrait faire comprendre aux jeunes garçons pourquoi est-ce qu'il faudrait se protéger, pourquoi est-ce qu'il faudrait s'abstenir et tout ça là dans un climat convivial et que l'enfant se sente en sécurité pour qu'il comprenne que même, pas que l'enfant, mais même cet adolescent-là, parce qu'à l'âge de l'adolescence, il y a certaines pulsions. Maintenant, il faudrait expliquer
pour que l'enfant se sente en confiance, puisse se confier, l'adolescent. Et voilà un peu la démarche dans laquelle nous nous sommes lancés. Okay. Alors, votre regard sur la guerre d'agression du Rwanda et ses conséquences sur les femmes? Madame Louria, aujourd'hui, la situation sécuritaire de notre pays est très préoccupante et l'un des acteurs mis au premier plan, c'est la femme. Puisque nous avons des femmes violées, nous avons des femmes victimes de viol, et tout ça touche directement aux droits des femmes. Aujourd'hui, il y a dans certains coins, les jeunes filles ne peuvent pas aller à l'école par peur de se faire kidnapper et après de se retrouver Voilà, il y a toutes ces questions-là. Et aujourd'hui, je suis un peu attristée, d'abord même en tant que politique, de voir que de nos compatriotes prennent un peu la question de l'ex en fonction de l'appartenance politique qu'ils ont. S'ils sont peut-être de la majorité présidentielle, ils en parlent avec véhémence, mais s'ils sont du côté de l'opposition, ils se mettent à critiquer, alors qu'il s'agit là de la vie de nos compatriotes et surtout des femmes. Nous parlons constamment de revendication des droits des femmes, mais en oubliant que nous avons des femmes aujourd'hui qui sont limite privées de tout, qui sont aujourd'hui, qui se retrouvent, il y a ces femmes qui sont violées, qui se retrouvent enceintes, elles se posent la question, est-ce que je garde, donc voilà, nous avons toutes ces questions autour et nous attendons beaucoup de l'action du gouvernement en faveur de ces femmes et que nous souhaitons vraiment du fond du cœur en tant que Congolais d'abord que nous puissions arriver à mettre un terme à cette guerre injuste que nous subissons. Mais quand vous dites que vous attendez beaucoup, on va chuter par là, vous parlez essentiellement de quoi? Du gouvernement. Les attentes, sur quoi le gouvernement devrait travailler pour mettre fin finalement à ces guerres qui durent des décennies dans la partie est de la RDC? Déjà, aujourd'hui, le nouveau gouvernement qui doit arriver, je souhaite que ça ne soit pas un gouvernement kilométrique avec autant de ministres, mais je crois qu'il est grand temps que l'action du gouvernement s'établisse sur le retour de la paix à l'est de notre pays, entre autres en mettant les moyens suffisants. Nous avons des vaillants soldats qui vont au front. Comment est-ce qu'ils sont rémunérés? Comment est-ce que nos services de sécurité se préparent? Il y a aujourd'hui la possibilité d'avoir des engins sophistiqués parce que notre pays, il faudrait qu'on se le dise, la République démocratique du Congo fera toujours objet de convoitise au regard de son sous-sol. D'où c'est normal, d'où on doit être un peu dans une posture d'être prêt à être attaqué parce qu'on nous jalousera toujours, l'on voudra d'une certaine manière user de la ruse pour avoir nos minerais, donc à nous de préparer une armée forte, de préparer des institutions assez fortes pour protéger nos populations et pour que demain, nous n'ayons plus à vivre ce que nous vivons, c'est là de 2 décennies déjà. Il ne reste qu'à vous remercier, Dalia Chilanda, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie très sincèrement. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir, c'est un honneur d'être là par devant vous. Merci. Dalia Chilanda, cadre au regroupement politique Réveil Populaire, était notre invitée du jour avec qui nous avons parlé de l'implication de la femme en politique, mais de bien d'autres questions aussi. Vous l'avez remarqué, ce sera tout pour Action Femmes d'aujourd'hui. Merci de votre confiance renouvelée. À très vite pour un nouveau numéro.